Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à Bruxelles, à la très belle bibliothèque Solvay, pour le premier débat des élections européennes qui auront lieu entre le 22 et le 25 mai à travers tout le vieux continent. Et c'est sur France 24 et sur RFI, duel pour la Commission européenne. Nous recevons aujourd'hui deux candidats à la présidence de cette institution qui vont mener campagne au niveau européen. En effet, d'après le traité de Lisbonne, le chef de l'exécutif doit être proposé par le Conseil européen en tenant compte des élections au Parlement. Alors cette année, les grandes familles politiques ont donc désigné leurs prétendants à ce poste. C'est une première. Nous recevons les représentants des socialistes et des conservateurs, les deux grandes forces siégeant dans l'hémicycle. Et pour le Parti socialiste européen, Martin Schulz, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de nationalité allemande, actuel président du Parlement européen. Vous êtes donc le chef de file des socialistes au niveau européen. Pour le Parti populaire européen qui siège à la droite de l'hémicycle, Jean-Claude Juncker, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes ancien Premier ministre du Luxembourg et ancien président de l'Eurogroupe. Alors ouvrons notre premier chapitre de discussion, les questions économiques qui concernent beaucoup les Européens. Depuis 2009, ils subissent une crise sans précédent. La zone euro a failli imploser, nous dit-on. Où en sommes-nous tout à fait? Sommes-nous sortis d'affaires? Votre diagnostic, Jean-Claude Juncker? Non, nous ne sommes pas sortis d'affaires. La crise n'est pas derrière nous, mais nous sommes sur une avenue qui nous permettra de sortir de la crise compte tenu des politiques qui ont été mises en place et compte tenu de l'accalmie qui actuellement règne sur les marchés. Mais le pire est derrière nous, reste la partie difficile. Martin Schulz. Certainement, la crise n'est pas terminée. Il sera terminé le moment où nous avons lutté avec un succès contre le chômage. 27 millions Européens sans travail, surtout les jeunes. Dans quelques pays, il y a plus de 50% des jeunes sans emploi. Le moment où nous avons gagné la lutte pour le travail des jeunes surtout, là, la crise à ce moment est terminée. Alors, le chômage, on va en reparler. Parlons d'abord des méthodes employées pour résoudre cette crise. Les maillons faibles de la zone euro ont subissent encore une cure d'austérité drastique en échange de plans de sauvetage fournis par l'Union européenne, entre autres. Les résultats sont mitigés, la croissance est en panne. Alors, Martin Schulz, la Troïka, composée du FMI, de la BCE et de l'Union européenne, est-elle allée trop loin dans l'austérité? Faut-il aujourd'hui changer de cap? Pas aujourd'hui, on a dû changer les caps déjà pendant les dernières années. Nous avons, par ailleurs, avec une large majorité au Parlement, au-delà de toutes les tendances politiques, plaidé toujours pour une combinaison entre une politique de la discipline budgétaire à l'un côté, qui est nécessaire et inévitable, mais de l'investissement stratégique dans la croissance et de la création de l'emploi, je répète, surtout pour les jeunes, à l'autre côté. Cette thèse, la réduction unilatérale des dépenses mène à la reconquête de la confiance des investisseurs. Ça, c'est visiblement faux. Donc, la combinaison entre les deux, c'est ce qu'il faut faire. Jean-Claude Juncker, votre avis, trop d'austérité? La rigueur et la discipline budgétaire accrue sont les conséquences des dérapages antérieurs. S'il y avait eu moins de dérapages, moins de laisser-aller budgétaire et financier sur les 10-15 dernières années, la réaction que nous avons dû formuler après la crise aurait été moins exigeante. Mais comme les comptes publics n'étaient pas tenus comme ils auraient dû être tenus, la rigueur qui a dû s'appliquer frappe lourdement ceux qui sont les plus faibles dans nos sociétés, surtout dans les pays dits de programme, donc notamment au sud de l'Europe. Les premiers résultats sont là, la croissance repart, les taux d'intérêt baissent, le chômage diminue dans un certain nombre de pays, mais il est vrai que tant que nous comptons parmi nous ce 29e État membre de l'Union européenne qui est composé de ceux qui sont sans emploi, tant qu'il y a ce 29e État membre,
la crise n'est pas derrière nous. Nous avons échoué tant que le chômage n'a pas diminué considérablement. Alors justement, la France, dotée d'un nouveau gouvernement, semble vouloir demander un délai supplémentaire à Bruxelles pour repasser sous la barre des 3% de PIB de déficit en échange de réformes de compétitivité. Ça a été le combat d'ailleurs de François Hollande de dire qu'il fallait l'Europe de la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut l'Europe de la croissance, et pour mettre en place une politique permettant le retour de la croissance, il faudra se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas fonder une politique de croissance sur des déficits chaque jour plus larges et sur des niveaux d'endettement chaque jour plus élevés. Vous ne trouvez pas un exemple où l'accroissement de la dépense publique ou l'accroissement sans gêne et sans borne de la dépense publique aurait permis à un pays de retrouver la voie de la croissance et de l'emploi. Et donc, il faut les deux. Il faut une rigueur budgétaire. Elle est sans alternative. Donc, pas de délai, pas de... J'explique d'abord, puisqu'il n'y a pas que la seule France qui connaîtrait des problèmes, j'explique d'abord la philosophie qui doit sous-tendre toutes les politiques qui doivent être appliquées. La France a eu, jusqu'à ce jour, 2 périodes d'ajustement prolongées. A priori, de prime abord, il n'est pas évident qu'elle puisse bénéficier d'une 3e prolongation, mais il faut dire qu'il faut suivre les procédures. Le gouvernement français introduira auprès de la Commission son programme de stabilité avant la fin de ce mois, et puis on devra examiner les éléments et les contenus de ce programme. Et il faut que la France sache, et la France le sait, personne ne dit le contraire, qu'il faut apporter une réponse plus claire aux problèmes budgétaires et qu'il faut engager des réformes qui, à moyen terme, permettront de relancer la croissance qui doit être fertile en emploi. Manuel Valls a annoncé hier à l'Assemblée nationale un programme de réforme, je trouve, courageux et ambitieux. S'ils entérinent ce programme-là et ils ont besoin de soutien de la Commission à Bruxelles, il faut donner le soutien parce que ce que nous voulons, c'est que la France se redresse économiquement et avec tous les moyens, il faut soutenir la France. C'est la 2e économie de la zone euro. Donc si maintenant le gouvernement est prêt de faire les pas nécessaires, il faut le soutenir. Alors justement, là, le chômage a bondi avec la crise. Il semble bien installé. Il plafonne à 12% de moyenne dans la zone euro, dépasse les 25%, vous l'aviez dit, même au-delà, 50% pour les jeunes en Espagne, en Grèce. Pour le résorber, rien ne semble marcher. Qu'est-ce que vous souhaitez comme solution ? Il y a un problème majeur, surtout dans les petites et moyennes entreprises, dans les États membres de l'Union européenne, de la zone euro, qui sont en crise. C'est surtout le manque de crédits bancaires. Il y a les petites et moyennes entreprises qui sont la colonne vertébrale de l'économie dans quelques États membres, qui ont des idées et qui peuvent créer de l'emploi immédiatement. Si vous parlez avec eux, ils vont vous décrire beaucoup de propositions. Leur problème principal, c'est l'accès au crédit. Donc, la contraction des crédits bancaires, lutter contre ça, c'est primordial. Par la Banque d'investissement européenne, par exemple, on pourrait le faire. Votre solution contre le chômage ? Tout d'abord, je partage le point de vue si souvent exprimé par beaucoup d'hommes politiques européens qui consiste à permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir un accès direct au crédit. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui fournissent le plus grand nombre d'emplois. Il faudra mieux les soutenir. Mais je voudrais aussi que nous regardions les politiques qui sont en place. Et moi, je voudrais, au lieu d'augmenter davantage encore la dépense publique, je voudrais que nous fassions en sorte que d'autres politiques soient engagées qui seraient moins coûteuses, mais qui seraient plus fructueuses. Si nous parvenions à mieux organiser le marché unique numérique, et si nous parvenions à parachever le marché intérieur, nous disposerions d'une valeur ajoutée en Europe qui dépasserait le montant de 500 milliards d'euros. Au lieu de dépenser de l'argent dans des politiques qui se sont révélées être peu fructueuses, il faudra, en modernisant l'économie européenne, en regardant résolument vers l'avenir et sans devoir mobiliser
des montants budgétaires énormes, rendre plus efficace et donc plus solidaire l'Europe. Jean-Claude Juncker, le chômage, c'est la conséquence douloureuse de la crise et pour certains, pour de plus en plus, pour des partis politiques extrémistes, mais aussi pour des partis modérés, eh bien la cause, c'est l'euro. Alors, que faut-il faire? Sortir de l'euro, comme le préconisent certains, aménager cette monnaie de plus en plus mal aimée? Il est vrai que le chômage est une des conséquences de la crise, mais il est vrai aussi qu'il y avait des niveaux de chômage inacceptables avant la crise parce que des mauvaises politiques avaient été mises en place dans certains pays, dans certains dirigés par le Parti socialiste. Mais le problème n'est pas là. Le problème ne doit pas être considéré comme constituant un problème européen. L'Europe fait partie de la réponse et l'Europe n'est pas à l'origine des politiques de l'emploi qui ont été menées sans succès dans un certain nombre d'États membres. Et l'euro, en fait, n'est pas un élément qui a poussé au chômage, mais l'euro fut un élément qui a protégé les Européens contre des conséquences néfastes des crises que nous avons vécues au moment de la crise des subprimes aux États-Unis, au moment de la chute de Lehman Brothers, au moment de la crise économico-financière qui nous est venue des États-Unis, au moment des tensions en Ukraine. Imaginez-vous un seul instant que l'euro n'aurait pas existé et que nous serions toujours enfermés dans le cadre strict, lui aussi, du système monétaire européen. Nous aurions une guerre monétaire entre les principales économies après la crise de l'Ukraine. Sans l'euro, l'Europe serait en crise profonde. Alors, pour certains, c'est ceux qui disent sortir de l'euro, bon, ça crée aucun poste d'emploi. Et en parlant sur la solution pour la majorité de nos citoyens, c'est que nous nous emparons de leurs soucis dans la vie de tous les jours. Sortir de l'euro ne solve aucun problème. Mais dans le cadre de notre débat sur l'euro, nous avons pris l'habitude de parler que de milliards. Nous parlons 100 milliards ici, 20 milliards là-bas, 30 milliards pour cette banque-là, pour ce pays ici. Pour nous ici, je crois, 1 million d'euros est énorme de l'argent. Mais pour 95% de nos citoyens, 1 000 euros est énorme pour survivre chaque mois. Je crois qu'on a besoin d'un débat, pas sortir de l'euro, mais dans la zone euro, mettre au centre de l'action politique, ici à Bruxelles surtout, le sort de ceux qui ont besoin de 1 000 euros à la place de discuter que sur les milliards. Alors, qu'est-ce qui vous distingue, en fait, si vous deviez résumer dans votre programme économique, parce que, justement, pour que les gens se décident pour voter, qu'est-ce qui vous distingue et qu'est-ce qui est votre priorité qui ne serait pas la priorité du PPE, Martin Schulz? Tout d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que nous distingue. Moi, je parle pour moi, je fais constate. De temps en temps, il parle un peu des fautes des socialistes, mais plus ou moins, il me donne raison avec ce que je dis. Je n'ai rien contre. Si Jean-Claude Juncker donne raison à mon programme, je trouve ça excellent. Alors, réponse de M. Juncker. Vous donnez raison à son programme? J'accepte que M. Schulz souligne le fait qu'il adhère largement à mes idées. Mais je voudrais dire qu'il y a tout de même des différences notables entre la famille socialiste en Europe et la famille du PPE, donc des démocrates chrétiens. Ça, c'est vrai, il y a des différences considérables entre nos deux partis. Mais encore une fois, le candidat du PPE est très proche à mon programme. Si le PPE est très proche à Jean-Claude Juncker, c'est une autre question. Si vous voulez bien. Je ne me trouve pas en état de désaffection en ce qui concerne ma famille politique. Nous plaidons, nous, les démocrates chrétiens et les partis qui évoluent de la même façon, pour une intersection sage entre les politiques de consolidation qui sont nécessaires, et on ne peut pas accepter une pause dans la consolidation budgétaire, et les politiques tournées vers la croissance et vers l'emploi. Nous persistons à croire que ce mélange, cette juxtaposition qui est en fait une addition des politiques de solidarité et des politiques de solidité était la bonne politique et doit la rester. Là, M. Juncker, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que au début de la crise, il y avait la thèse au Conseil, surtout au Conseil européen où vous avez siégé à l'époque, que la rigueur, vous avez utilisé le mot, la rigueur est nécessaire pour regagner la confiance. Et nous avons déjà, par ailleurs, au Parlement européen à l'époque, dit ça ne suffit pas, il faut combiner la rigueur, la discipline budgétaire avec les investissements stratégiques dans surtout la croissance en créant de l'emploi
Aujourd'hui, maintenant, vous avez joigné, vous, comme famille politique, cette stratégie qui vous avez refusé très longtemps au Conseil. Ce que dit M. Schulz ne correspond pas tout à fait à mes souvenirs parce que je siégeais effectivement au Conseil européen au début de la crise et je me rappelle... Mais les citoyens se souviennent très bien, soyez rassurés. Enfin, on va aborder, si vous voulez bien, un deuxième chapitre, vous pourrez continuer comme membre du Conseil européen et que M. Schulz ne l'était pas. Je me permettrai tout de même de lui réexpliquer que le Conseil européen, au début de la crise, et tous les gouvernements de concert ont décidé de mettre en place partout en Europe et d'une façon concertée et coordonnée des programmes de relance qui connaissaient un niveau de dépenses nouvelles de 200 milliards. Nous avons mis en place, dans les pays où ces systèmes n'existaient pas, des possibilités de recours au chômage partiel, ce qui a permis à des millions de travailleurs européens de ne pas se retrouver en chômage. Ce fut donc au début de la crise non seulement une action de rigueur budgétaire, ce fut aussi sous l'impulsion de certains... Les résultats sont 28 millions de chômeurs en Europe. Oui, et si on n'avait pas fait cela, le résultat serait pire. Et si on avait écouté ceux qui insistaient sur la seule consolidation budgétaire sans prendre en considération également les politiques de relance et les politiques qui permettaient de ne pas envoyer au chômage des millions de citoyens européens, le résultat aurait été pire. Messieurs, si vous voulez, on va avancer sur un autre sujet qui est aussi très préoccupant, c'est la montée des forces nationalistes, la montée de l'euroscepticisme. Les partis d'extrême droite font recette sur un mot d'ordre immigration zéro. Qu'avez-vous à leur répondre concrètement? La politique migratoire européenne est divisée, elle manque de cohérence. Qu'allez-vous y changer, Martin Schulz? Nous sommes un continent d'immigration. Il faut regarder ce qui se passe dans la Méditerranée, on le voit. Ce que nous avons besoin, ce sont des règles. On a besoin d'un système de l'immigration légale. On a besoin d'un système de la protection temporaire pour les réfugiés, par exemple, des guerres civiles. On a besoin, et on a règles pour les réfugiés politiques. Ce que nous n'avons pas sont des règles pour l'immigration légale. Et tous les grands... espaces dans le monde qui ont une immigration, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique ou le Brésil, tous ils ont des droits légaux d'immigration. On n'a pas le droit d'immigrer, mais on a une chance. Et le système d'une immigration légale, à la place de désespoir que nous permettons aujourd'hui, où nous poussons des gens de désespoir dans les mains des bandes criminelles, à la place de cela, un système avec une répartition des places entre les 28 États membres, c'est ce qu'on a besoin. Jean-Claude Juncker, une immigration mieux harmonieuse, plus harmonieuse, mieux organisée? Oui, je crois que l'immigration légale et illégale mérite d'être mieux encadrée d'un point de vue juridique et concertée entre les différents États membres de l'Union européenne. Mais s'imaginer que l'Europe devrait devenir une terre qui n'accepterait pas sur son sol des immigrés qui viennent de partout est un leurre. L'Europe a besoin d'immigration, mais l'Europe a besoin d'une immigration ordonnée et organisée. L'extrême droite, évidemment, et tous les populismes généralement quelconques jouent sur cette peur de l'étranger, sur ce rejet de l'autre. Moi, je voudrais que l'Europe reste une terre d'accueil. Et votre parti va faire campagne, pas sur ces terres un peu justement de la xénophobie, etc. Vous y veillerez? Mais comment l'idée peut-elle vous venir à l'esprit que le Parti populaire européen, qui est d'inspiration démocrate chrétienne, évoluerait en pensée, en action de la même façon que les extrémismes que je compte combattre? En Angleterre, par exemple, effectivement, David Cameron a fait de la libre circulation des Roumains et des Bulgares un problème. Il y a aussi discussion sur ces sujets en Allemagne, par exemple, où ils sont assimilés à des touristes sociaux. Est-ce qu'il faut restreindre ces flux? Est-ce qu'il faut combattre ces idées? Tout d'abord, les télévisions britanniques, au début de l'année, 1er janvier, ils étaient à la frontière de l'Est en attendant la vague des immigrants. Le soir, ils sont rentrés à la maison. Alors, restons dans les cadres de débats sérieux. Nous avons garanti la libre circulation en Europe, pas seulement pour les marchandises et les services et les capitaux, aussi pour les personnes. Ces garanties, c'est une des garanties de liberté
dans le cadre des traités de l'Union, mais nous n'avons pas permis une libre circulation de chômage, nous n'avons pas permis une libre circulation de l'accès à la protection sociale qui est dans les mains des États membres. Mais nous n'avons ni permis une libre circulation des sous-traitants qui travaillent pour 2 euros et sont exploités par des entreprises criminelles. Ça, c'est un dommage beaucoup plus grave à notre système social que les peu qui essayent, et c'est le cas, d'abuser de notre système social. Jean-Claude Juncker. Oui, sur ce point, je voudrais réaffirmer ce que j'ai souvent dit, que la liberté de circulation est un des principes essentiels et de base de l'Union européenne. La libre circulation des travailleurs fait partie du pacte fondateur de l'Union européenne. Il n'est pas question de l'abolir ou de le remplacer par son contraire. Mais il est vrai que les États membres nationaux, au lieu de charger de responsabilité l'Union européenne, peuvent mettre en place des éléments de défense contre l'abus qui est pratiqué par certains, dans la mesure où ils circulent librement en Europe pour s'accaparer des avantages sociaux qui existent dans les différents États membres. Mais c'est aux États membres, aux gouvernements nationaux, aux parlements nationaux, de formuler la bonne réponse à cet égard. Et nous devons avoir une action conjointe de l'Union européenne et des États membres pour lutter contre le dumping social qui ne doit pas avoir droit de cité en Union européenne. Les travailleurs, lorsqu'ils se déplacent, doivent avoir partout en Europe les mêmes droits. Il ne faut pas faire une énorme différence, la législation luxembourgeoise ne le faisant d'ailleurs pas, entre les travailleurs détachés et les travailleurs qu'ils rejoignent dans les entreprises. Tout travail mérite le même salaire. Alors, l'euroscepticisme est parfois alimenté par les gouvernants eux-mêmes. Le Premier ministre britannique conservateur, David Cameron, souhaite rapatrier le plus grand nombre de compétences possibles de Bruxelles vers Londres. Il voudrait organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Martin Schulz, c'est souhaitable? Il est souhaitable que les Britanniques prennent leur destin en main? Il est souhaitable que nous réformons l'Union européenne. Chaque fois qu'on reconnaît que quelque chose va mal, il faut réfléchir comment on peut l'améliorer. Moi, je suis tout à fait d'accord quand on réfléchit ici à Bruxelles, quelles sont les choses que nous faisons ici, qu'on pourrait faire mieux sur un niveau local, régional ou national. Oui, absolument, je suis pour, parce que mon expérience, j'étais 11 années maire d'une ville dans un triangle des frontières. Là, mon expérience était le plus proche, une décision est prise. Les plus hauts, c'est le soutien des citoyens pour la mesure et pour la décision. Vous comprenez les décisions des Britanniques, alors? Vous comprenez leur euroscepticisme? Écoutez, ça c'est surprenant. Nous l'avons discuté ici à Bruxelles depuis très longtemps. Dans le cadre de débats sur le traité de Lisbonne, nous avons introduit l'élément de subsidiarité. Personne ne l'a discuté. Dès M. Cameron a commencé sa campagne contre l'Europe, tout le monde en parle. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, je suis pour améliorer la structure de l'application de nos devoirs local, régional, national et européen. M. Cameron, il s'arrête toujours national. Et l'Europe, vous n'écoutez jamais. Donc la différence entre lui et moi est je suis pour une efficacité locale, régionale, nationale et européenne. En même temps, il y aura peut-être référendum sur la sortie de l'Europe, de l'UE en tout cas. Ce serait une bonne chose pour le Royaume-Uni, pour l'Europe? Avant que le Royaume-Uni ne procédera à un référendum, nous devons avoir eu un véritable débat sur les questions soulevées par le Royaume-Uni. Il n'est pas question de rapatrier toutes les compétences vertueuses de l'Europe vers les parlements nationaux et vers les États membres, mais nous devons avoir ce débat. Mais ce doit être un débat non pas à sens unique, mais un débat également dans l'autre direction. Je voudrais savoir quelles compétences aujourd'hui nationales ou partagées peuvent être transférées à Bruxelles pour en fait augmenter la souveraineté des États membres qui peut mieux s'exercer en la partageant, et tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de mieux coordonner les politiques économiques, fiscales et budgétaires au sein de la zone euro. Mais je voudrais dire que oui, que nous nous mettions d'accord sur le principe que l'Europe doit être grande lorsqu'il s'agit de grandes décisions et que l'Europe
doit être un exemple pour le monde lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes à échelle continentale. Oui, 1000 fois oui, mais que l'Europe ne s'occupe pas de tous les problèmes. Tout problème qui existe en Europe n'est pas un problème pour l'Europe. Il est davantage le problème des régions, des collectivités locales et des États membres. Alors, l'Allemagne d'Angela Merkel, première économie de la zone euro, a joué un rôle déterminant dans les plans de sauvetage. Et pourtant, votre pays, Martin Schulz, est de plus en plus critiqué, impopulaire au Sud. Comment rééquilibrer l'Europe? Comment rééquilibrer l'Europe? C'est la question clé de 5 années qui viennent. Je crois que la croissance allemande est bonne. Je ne trouve pas qu'il faut critiquer un pays qui a un succès économique, mais il faut que ce pays investisse un maximum pour renforcer les autres. Et donc la combinaison entre ce que nous avons fait en Allemagne, discipline budgétaire, c'était Gerhard Schröder qui l'a introduit, et en même temps investir dans l'industrie, dans l'emploi. C'est exactement le modèle que de temps en temps en Allemagne est discuté comme pas admissible pour d'autres pays. Donc moi je trouve ce que nous avons fait avec succès en Allemagne, il faut le permettre aux autres pays aussi, combiner discipline budgétaire avec les investissements dans la croissance et la création des emplois. Donc c'est continuer à suivre l'exemple allemand, rééquilibrer l'Europe? L'exemple allemand fonctionne en Allemagne. Si l'exemple allemand fonctionne dans notre pays, on verra. Ce que nous avons besoin en Europe, c'est comprendre que nous ne sommes pas un État centralisé. L'Europe n'est pas l'Allemagne étendue, ni la France étendue. Ça veut dire que les circonstances sont très hétérogènes d'un pays à l'autre, très différents. Dans les cadres des circonstances de chaque pays, il faut essayer d'introduire le modèle le plus ambitieux, le plus efficace. En France, par exemple, je crois que pour le moment, les investissements dans le développement, dans la recherche, dans l'éducation, pour gagner la compétitivité est absolument primordial. C'est l'objectif du gouvernement. En Allemagne, c'était la prime à la casse et le chômage partiel qui a sauvé notre industrie. Donc, d'un pays à l'autre, différent, mais il faut soutenir chaque pays dans son engagement de créer la relance économique. Jean-Claude Juncker, rééquilibrer l'Europe? Je crois que les politiques qui ont été appliquées dans les différents États membres reflètent les spécificités des territoires auxquels s'appliquent ces politiques. Vous constaterez aisément, en regardant de près les chiffres, que les pays qui ont les déficits les moins élevés ont les taux de croissance les plus élevés, les taux de chômage les moins élevés. C'est cette politique-là, une politique largement inspirée par les gouvernements sous direction du PPE qui est la bonne, mais il ne faut pas, tout en devant consolider les finances publiques, négliger l'investissement, l'éducation, le nouveau monde, le monde de la connaissance, tous ces secteurs porteurs d'avenir qui demandent plus d'investissement que les investissements que nous leur dédions à l'heure actuelle. S'oppose à la mutualisation de la dette qu'on appelle aussi les eurobonds. Oui. Vous pensez que c'est précoce comme bon fédéraliste? L'Allemagne, enfin, ce n'est pas une question de confédéralisme ou de fédéralisme, c'est une question de bon sens et de faisabilité. L'Allemagne, et de très loin, n'est pas le seul pays à s'opposer aux eurobonds ou aux euro-obligations. Et ceux qui sont pour définissent un cortège de préconditions et de prémices qui doivent être remplies avant qu'on ne puisse se lancer dans ce débat. Si demain matin nous introduisions des eurobonds, il n'y a pas de majorité en Europe pour le faire, mais si jamais nous le faisions demain matin, cela ne nous permettrait pas de sortir plus rapidement de la crise. Ce mix, ce mélange, cette intersection entre solidité et solidarité est un instrument qui produit de meilleurs résultats que les solutions simples. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Il était toujours pour Eurobond. Et bon, j'accepte qu'il est maintenant un peu plus réticent. Il y a des raisons pour cela. Mais
il est le candidat. Que le SPD n'a pas Il est le candidat. Il est le candidat. n'a pas voulu introduire dans les accords gouvernementaux allemands le recours aux eurobonds. C'est une des raisons qui m'a fait douter. Oui, bon, encore une fois, samedi dernier, il a au congrès du CDU, il a abandonné de son idée de l'eurobond. Bon. J'ai décrit devant les délégués de la CDU les préconditions qui doivent être mises en place pour que, et là vous étiez d'accord par le passé... Réponse de Martine Schulz qui a du retard. C'est très gentil que vous répondez pour moi, merci beaucoup, mais maintenant je réponds moi-même. Vous aviez de la difficulté pour comprendre l'entièreté de mon raisonnement, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de le compléter. Oui, c'est certainement à cause de moi, mais... on va le discuter encore un peu plus profondément. Vous êtes en retard de 2 minutes. Pourquoi vous êtes maintenant contre eurobonds? Les eurobonds ne sont pas sur l'agenda. Il était une idée de l'eurobond il y a quelques années quand les taux d'intérêt étaient extrêmement hauts. Maintenant, après Mario Draghi a pris les décisions nécessaires, ils se sont baissés considérablement. Ce n'est pas sur l'agenda. Une autre chose est sur l'agenda. La thèse de M. Juncker que ces pays qui ont une dette souveraine le plus bas sont les plus efficaces, ça c'est intéressant. L'Allemagne, avec la stratégie pendant la dernière décennie de protéger sa propre industrie, le noyau dur de l'industrie allemande, la production automobilière par la prime à la casse, et de garder le personnel dans les entreprises par le chômage partiel, a augmenté considérablement la dette souveraine de l'Allemagne. Ça veut dire investir et certainement accepter que la dette augmente est un instrument pour garantir la relance de la croissance. Ça veut dire de dire, comme le Bible, la réduction de la dette souveraine mène immédiatement à la croissance est faux. Il faut jouer avec les instruments différents. C'est ce que l'Allemagne, avec grand succès, fait pendant la dernière décennie. Mais c'est ce qu'ont fait tous les États membres en lançant des programmes de relance de l'économie en 2008 et 2009. Tous les pays ont augmenté leur déficit et ont augmenté leur dette publique pour être capables de réagir à la crise. Mais les pays qui se sont mieux sortis de l'affaire étaient ceux qui avaient moins de dettes avant et moins de déficit avant. Ceux qui avaient déjà des niveaux élevés de dette publique et de déficit doivent appliquer parfois une politique d'austérité aveugle. Je suis désolé, c'est simplement pas vrai. L'Espagne avait un budget, une dette souveraine qui était très apprécié par beaucoup des États membres. Jusqu'il y avait cette crise bancaire et de l'immobilier qui a augmenté par la faiblesse du système bancaire espagnol la dette souveraine de l'État. Le problème que nous avons, c'est que le cercle vicieux entre dette bancaire et dette souveraine des États membres, ça c'est notre problème, et pas que les États membres ont augmenté leur dette souveraine. Ça sonne toujours très joli, mais la réalité est la crise bancaire. La spéculation pas contrôlée en Europe a mené quelques États membres qui étaient dans une situation budgétaire absolument correcte dans un désastre. Mais il est évident qu'il y a plusieurs explications à la crise. Il est évident que les conséquences de la crise économique et financière, qui ont dû être accompagnées par des budgets publics augmentés, expliquent en partie le phénomène. Moi, je ne dis pas que la seule dette publique et que le seul déficit public non contrôlé aurait conduit ces pays dans la situation qui est la leur, parce qu'il y a d'autres éléments qui ont joué, mondiaux pour le reste, bulle immobilière en Espagne et en Irlande. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut réduire la dette souveraine. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord. Et ça, c'est dur pour quelques États membres. Et les citoyens ont payé un prix assez haut. Mais il ne faut pas réduire le fait que la dette souveraine a augmenté pendant les dernières années à une seule raison, la mauvaise gestion des budgets. Il y avait des raisons, et la raison principale, à mes yeux, était cette spéculation irresponsable dans les secteurs bancaires. Mais il y a eu la déréglementation. On va passer quand même au troisième grand dossier important pour nos téléspectateurs, l'Europe dans le monde. Passons donc vraiment à ce dossier. Nous parlions des problèmes des Européens en Europe, mais je suis d'accord pour parler des problèmes parce que nous avons une haute représentante, Catherine Ashton, un service d'action extérieure. Est-ce que vous diriez que cette diplomatie européenne, elle marche bien ou elle était à réformer profondément puisque vous aspirez à prendre la tête de la Commission européenne? La politique extérieure de l'Union européenne a besoin toujours l'unanimité des ministres des Affaires étrangères dans quelques domaines et des gouvernements des États membres. Ça rend à Cathy Ashton de temps en temps un grand problème de
regrouper 28 États membres, parmi eux 2 qui ont un droit veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, derrière une ligne commune. Donc, à mes yeux, Lady Ashton était souvent critiquée pour réticence des États membres de la diplomatie nationale. Donc, en cas je deviens président de la Commission, j'essaierai de convaincre les États membres de trouver plus vite et plus facilement des lignes communes. Alors, sur cette diplomatie européenne, prenons l'exemple de l'Afrique, par exemple. Au Mali, puis en Centrafrique, la France est intervenue. Elle s'est sentie longtemps seule pour assurer la pacification. Est-il temps que ses partenaires, on a parlé de l'Allemagne, l'Italie, même la Grande-Bretagne, partagent le fardeau militaire, financier, de façon plus systématique et conséquente? La France peut être fière de ce qu'elle a fait et fait au Mali et en Centrafrique. Et la France, en faisant ce qu'elle a fait, a sauvé en fait l'honneur de l'Europe. Et il aurait fallu, suite à une peut-être meilleure concertation entre les différents acteurs européens, que d'autres Européens se joignent à l'effort que la France a entrepris. Mais la France peut être fière d'elle-même. Et les autres? Martin Schulz? Ce que l'Union européenne, je répète, a besoin, c'est une cohérence dans la politique extérieure. Je partage l'opinion de Jean-Claude Juncker que la France a sauvé l'honneur de l'Europe, mais il ne faut pas oublier, pas sous-estimer que l'Europe a fait chuter, qui était bon et nécessaire, ce dictateur sanglant en Libye, M. Kadhafi, qui était reçu il y a tant des années avant par tout le monde en Europe comme un invité d'honneur. Alors la crédibilité de notre politique extérieure, ça c'est aussi une question importante. Il nous reste quelques minutes. Très brièvement, la crise ukrainienne, elle a montré l'attachement au projet, aux valeurs européennes. En proposant ce partenariat économique à Kiev, l'Europe était-elle prête à en tirer toutes les conséquences, à engager un bras de fer avec Moscou, Jean-Claude Juncker? Le comportement de M. Poutine et de la Russie est strictement inacceptable puisqu'il s'agit d'une violation flagrante du droit international. L'Europe ne pouvait pas passer sous silence cet acte agressif dont nous avions pensé qu'après la fin de la guerre froide, qu'il n'aurait plus jamais lieu. On constate que la paix à la périphérie de l'Europe est beaucoup plus fragile que nous le pensions. Et donc l'Europe a réagi d'une façon déterminée. On dit souvent, voilà, ces sanctions et l'annonce d'autres sanctions ne va pas conduire M. Poutine à changer de direction. Mais il est évident que nous devions réagir de la façon dont nous avons réagi. L'alternative aux sanctions, c'est la guerre. Comme nous ne voulons pas la guerre et comme nous devons réagir à ce qui fut fait par Poutine et la Russie, nous devons rester sur cette ligne qui consiste à augmenter le niveau des sanctions suite au comportement russe. Ce risque de guerre n'est pas encore évité, hein, Martin Schulz. L'Europe serait prête à entamer une guerre avec la Russie? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je connais personne qui dit nous sommes prêts d'envoyer des troupes dans une guerre contre la Russie. Mais moi, je ne crois aussi pas que la Russie va envahir l'Ukraine. Je ne crois pas que Poutine va prendre ce risque-là. Mais ce que nous avons besoin, ce sont des élections le 25 mai en Ukraine, avec un gouvernement légitimé par le peuple. Et ce gouvernement, il faut le soutenir avec des moyens financiers pour garder le pays ensemble. Nous voyons facilement chaque soir sur les écrans que le clivage dans les pays est aussi un clivage économique, un clivage social. Aider un gouvernement librement élu de remplir ce vacuum de la sécurité sociale qui existe dans le pays, c'est ce qu'il faut faire. Très rapidement, pour conclure, la Commission européenne, auquel vous aspirez pour sa tête, est jugée souvent lointaine, bureaucratique. Qu'est-ce qui va vous différencier pour ce poste de président? Quelle attitude et quelle latitude aurez-vous une fois président? L'Europe ne devra pas s'occuper de tout. L'Europe doit s'occuper, comme je le disais auparavant, des grands dossiers, des enjeux importants. Ne pas s'immiscer dans la vie
quotidienne des Européens. Je voudrais que la Commission, ensemble avec les États membres, ensemble avec le Parlement européen, se concentre davantage sur les politiques de croissance et sur les politiques d'emploi. Il faut savoir que la déception que nourrissent beaucoup d'Européens à l'égard de l'Europe est due au fait que l'Europe donne l'impression de ne pas avoir la bonne réponse au problème du chômage. Et nous devons mettre à profit les années à venir en essayant de mobiliser toutes les politiques possibles. Nous devons tout faire pour réduire le chômage. C'est l'essentiel. Quelle attitude et quelle latitude aurez-vous à la tête de la Commission, Martin Schulz? Ouvrir les portes, faire visible, audible pour les citoyens ce qui se passe ici, rendre public qui fait quoi, sur quelle base, intégrer les citoyens et citoyennes dans les processus de la décision. C'est ce qu'il faut faire immédiatement. Je vais écrire une lettre aux fonctionnaires de la Commission. Ne réfléchissez plus comment on peut intervenir dans les derniers coins de l'Europe. Faites des propositions concrètes. Qu'est-ce que nous faisons ici qu'on pourrait faire mieux, plus efficace, plus proche aux citoyens sur un niveau régional, local et national. Et les créneaux que nous avons libres ensuite, investir dans les grands chantiers politiques, changement climatique, dimension numérique complètement sous-estimée dans notre dépendance des États-Unis et surtout la lutte contre le chômage des jeunes. Merci, le temps s'est équilibré entre vous deux. Merci de la qualité de ce dialogue, Jean-Claude Juncker et Martin Schulz. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous recevrons bientôt tous les autres candidats à la tête de la Commission européenne. À très bientôt à tous. Merci à vous.